Bonjour et bienvenue dans cette présentation de 60 minutes qui est faite pour le Collège des médecines douces du Québec et nous parlerons aujourd'hui de la santé et des ondes. Ceci est un complément pour le module de cours F225. Voici les principaux sujets dont nous parlerons aujourd'hui. Nous commencerons par les nouvelles découvertes sur l'eau et sa structure qui permettent de mieux comprendre le champ électromagnétique dans nos cellules, ainsi que les implications que cela peut avoir pour l'homéopathie. Nous passerons ensuite aux ondes qui guérissent et comment elles peuvent être utilisées pour la santé, et ensuite nous finirons par les ondes nocives et comment s'en protéger. Très récemment, certains chercheurs ont fait quelques découvertes fascinantes sur la structure de l'eau. Jusqu'à présent, nous pensions que l'eau n'avait que trois formes finalement. Euh, la forme congelée, c'est-à-dire la glace, la forme liquide, donc l'eau liquide que nous connaissons dans un verre d'eau, et ensuite l'eau qui a été réchauffée qui se présente ensuite sous forme de vapeur. On voit ici sur ce dessin qu'il y a en fait un quatrième état de l'eau que l'on appelle Exclusion Zone Water en anglais ou EZ pour faire plus simple et qui se comporte très différemment des trois autres formes de l'eau. On se rend compte que l'eau dans un verre d'eau est finalement très différente de l'eau dans nos cellules, simplement parce que l'eau cellulaire est emprisonnée par une membrane qui est elle-même bien particulière et qu'à l'intérieur de la cellule, il y a un grand nombre de solutés, c'est-à-dire d'éléments dissous dans l'eau qui ont des propriétés différentes et sont assez hétérogènes, mais qui vont faire que l'eau va plutôt se comporter comme un gel à l'intérieur de la cellule et pas du tout comme l'eau liquide que nous connaissons dans le verre d'eau. Cette eau baptisée donc Exclusion Zone Water a été découverte assez récemment, surtout par le chercheur Gerald Pollack, et lui il a baptisé cela le quatrième état de l'eau. Il n'est pas tout seul à faire ses recherches, il y a aussi le professeur Luc Montagnier qui a eu le prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus VIH et qui fait beaucoup d'études très actives sur les champs électromagnétiques, la structure de l'eau, son impact sur la cellule et qui peut donc être intéressant pour tous nos thérapeuties plutôt vibratoires comme l'homéopathie par exemple. Pour mieux comprendre les propriétés de cette Exclusion Zone Water, il est bon de regarder ça d'un petit peu plus près. Alors nous voyons déjà ici sur le dessin en haut à droite que l'eau EZ a une charge principalement négative. En fait, ce qui se passe, c'est que l'eau EZ se sépare entre les protons et les ions d'hydroxyde et elles s'organisent différemment pour que l'eau EZ ait plutôt une charge négative qui va avoir tendance à être plus proche de la paroi du verre, alors que l'eau liquide telle que nous la connaissons, qui s'appelle ici bulk water, donc dans le diagramme en haut à droite sur la partie de droite, c'est l'eau normale qui va donc se répartir différemment pour avoir plutôt une charge positive. Comme la cellule est surtout comprise de OEZ, l'intérieur de la cellule a une charge négative. Pendant longtemps, nous croyons que cette charge négative était due à la pompe sodium-potassium, qui faisait qu'il y avait une certaine concentration de charges positives et négatives à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, mais nous pensons aujourd'hui que cette pompe est finalement moins importante que ce que nous pensions en biochimie pendant beaucoup d'années et que ce serait la structure de l'eau EZ elle-même qui permettrait à la cellule de concentrer une charge négative. Ceci est très important car du coup, si on devait mettre une électrode du côté négatif et une électrode du côté positif, comme on voit sur le dessin ici en bas, la cellule se comporte en fait comme une pile, c'est-à-dire que nous pourrions allumer une ampoule pour rendre les choses plus simples, faire passer un courant à cause de cette différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ils ont aussi démontré en laboratoire, et ça c'est le dessin en haut à gauche, que l'eau EZ, que l'on voit dans le dessin en haut à gauche, peut absorber de l'énergie. C'est-à-dire que quand l'eau EZ est illuminée par de la lumière,
les molécules d'eau réussissent à emmagasiner l'énergie et nous voyons que la zone couverte par l'eau EZ s'agrandit. Il pense que cela a un rôle important à jouer dans la photosynthèse et aussi qui pourrait peut-être expliquer euh, pour comment certains mécanismes à l'intérieur du corps pourraient commencer par l'exposition à la lumière, ce qui déclencherait un changement dans la structure de l'eau EZ et ensuite une cascade de signaux biochimiques à l'intérieur de la cellule. Dans les traditions yogiques et ayurvédiques, il nous parle du prana, qu'on appelle aussi chi en médecine chinoise. Et dans les traditions yogiques, ils vont nous dire que le prana peut être absorbé de la lumière solaire. Ce serait intéressant de comprendre aujourd'hui par la pensée moderne et scientifique comment cela pourrait marcher grâce à la structure de l'eau dans la cellule. Nous voyons donc que cette eau EZ a quand même tout un tas de propriétés complètement nouvelles que nous ne soupçonnions pas. Mais comme nous sommes faits à 80% d'eau, c'est quand même très intéressant et important. Ce qui est encore plus particulier de l'eau EZ, c'est qu'elle serait capable de porter un message électromagnétique. Donc nous voilà un diagramme qui vient d'une étude pour essayer d'expliquer ça un petit peu plus près. Et nous voyons en fait en haut donc des molécules d'eau qui s'organisent dans le schéma B selon la structure EZ et que cette structure EZ, comme elle a une charge, elle est aussi capable de véhiculer certains signaux électromagnétiques et même de créer certains signaux électromagnétiques. Ensuite, l'OEZ va s'organiser en ce qu'on appelle en anglais des coherent domains ou des domaines cohérents, c'est-à-dire que les parties de l'OEZ qui émettent un certain signal électromagnétique vont se retrouver entre elles pour faire des zones comprises de multiples molécules d'OEZ qui elles-mêmes vont ensuite propager ce signal électromagnétique. Avec les domaines cohérents, c'est une nouvelle explication en physique qui pourrait nous faire mieux comprendre comment des signaux électromagnétiques à l'intérieur de la cellule pourraient voyager dans toute la cellule pour organiser la cellule selon des champs vibratoires particuliers et pour dicter à la cellule quoi faire, c'est-à-dire quelle partie de l'ADN devrait être exprimée, quelles protéines devraient être faites, quelles organelles doivent être régénérées ou fonctionner mieux, mais aussi comment ce champ électromagnétique pourrait se propager à l'intérieur d'un organe et dicter littéralement à la cellule d'un organe quel organe elle représente ou dans quel organe elle doit fonctionner. Si bien que différents organes auraient différents champs vibratoires et que l'organisme en entier aurait donc un champ vibratoire particulier qui est fait de la somme de tous ces petits champs électromagnétiques que nous retrouvons même à un niveau microscopique grâce à l'OEZ. Bien sûr, en physique, nous n'en sommes pas encore là au niveau de l'explication complète, mais avec l'OEZ, ça résolverait beaucoup de mystères par rapport aux champs électromagnétiques qui ont été détectés dans différents organes et dans le corps humain en général. Donc pour répéter, c'est la structure de l'OEZ qui permet à la cellule de créer son propre champ électromagnétique endogène, et c'est aussi grâce à la structure de l'OEZ que différents groupes de molécules d'OEZ qui s'expriment avec le même signal électromagnétique peuvent se retrouver et créer des domaines cohérents. Ces domaines cohérents peuvent créer des régions plus ou moins grandes, ce qui expliquerait la cohérence vibratoire d'un organisme en entier. L'OEZ nous permet de comprendre en particulier quelque chose qui a été observé au microscope depuis longtemps, et c'est que si l'on observe des globules rouges au microscope, comme nous le voyons ici sur cette diapositive, eh bien les globules rouges, qui sont les petits disques que nous voyons là en noir et blanc, vont se regrouper pour former des rouleaux. La physique classique n'a jamais vraiment pu expliquer ça, puisque normalement les globules rouges qui ont une charge négative devraient ne pas s'attirer mutuellement. Comme deux aimants, si nous prenons les deux pôles négatifs d'un aimant, eh bien il y a une répulsion. Et l'on n'observe pas du tout ça avec les globules rouges, mais plutôt qu'ils s'attirent les uns les autres pour former ces rouleaux. On sait en fait aujourd'hui, grâce au principe de l'OEZ,
que comme chaque globule rouge va avoir un signal électromagnétique similaire, il va appeler d'autres structures ou d'autres molécules qui ont le même signal électromagnétique et donc ils vont s'attirer entre eux. Si l'on mélange des globules rouges provenus du sang d'espèces différentes, par exemple du sang de souris avec du sang humain et du sang de chien, nous remarquons que les globules rouges de la même espèce vont se retrouver entre eux et former ces rouleaux. Mais que par contre, un globule rouge d'un chien ne va pas se coller au globule rouge d'un être humain ou au globule rouge d'une souris. Par contre, il remarque que les globules rouges d'un rat et les globules rouges d'une souris vont se rapprocher, sans doute à cause de la proximité biologique de ces deux espèces. On voit donc vraiment un principe de similitude vibratoire et il est difficile de ne pas penser à l'homéopathie, avec le fameux principe de Hahnemann qui nous expliquait que c'est à cause de la similitude vibratoire que l'on va avoir besoin de tel ou tel remède homéopathique. Bien que l'OEZ n'explique pas tout sur l'homéopathie, elle nous permet quand même mieux de comprendre d'abord comment un remède peut être préparé avec de l'eau et le principe de succussion, parce qu'on sait aujourd'hui que l'OEZ va avoir un signal électromagnétique amplifié lorsque cette succussion est arrivée. Alors c'est intéressant de voir que Hahnemann avait déjà observé ça, même s'il ne comprenait pas nécessairement les mécanismes, mais que la trace électromagnétique de la plante ou de la substance qui a été diluée pourrait effectivement être mémorisée par cette OEZ. Ensuite, il n'est pas trop difficile d'imaginer comment ce signal électromagnétique pourrait alors se propager dans le corps quand nous comprenons un petit peu mieux les domaines cohérents et comment le signal peut se propager d'un domaine cohérent à l'autre sur de longues distances, quelque chose qui n'avait pas été très bien expliqué auparavant par notre compréhension de la biochimie classique. On est vraiment donc aux frontières de notre compréhension de la physique de l'eau et peut-être aussi nous allons enfin comprendre mieux le paradigme de l'homéopathie qui lui permettrait d'être mieux accepté dans la médecine plus classique. Ça nous montre aussi peut-être le pouvoir de notre intention quand nous sommes avec notre patient au cabinet et le signal électromagnétique ou vibratoire que l'on émet pourrait avoir un impact sur le patient, encore une fois en passant par la structure de l'eau et les domaines cohérents. Nous pensons aujourd'hui que les ondes électromagnétiques qui sont émises par la cellule elle-même sont nécessaires donc pour l'organisation cellulaire, mais aussi pour l'organisation à l'intérieur des organes et entre les organes. Pour cela, on étudie aussi les cellules cancéreuses et on se rend compte qu'une cellule qui n'est pas cancéreuse, comme un neurone par exemple, va avoir un potentiel transmembranaire de moins 50 à moins 80 millivolts. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du neurone, il y a une charge négative que l'on peut mesurer qui nous montre que cette charge se situe de moins 50 à moins 80 millivolts. Par contre, quand nous étudions une cellule cancéreuse, et c'est quelque chose qui a été cohérent, c'est-à-dire qui a été mesuré maintes fois sur des cellules cancéreuses, que leur potentiel transmembranaire reste négatif, mais moins négatif qu'une cellule en bonne santé, puisque la cellule cancéreuse va avoir un potentiel transmembranaire de moins 30 à 0 millivolts. Et l'on observe bien sûr qu'une cellule cancéreuse est une cellule désorganisée. Elle a perdu une partie de sa cohérence vibratoire, elle a une charge négative moindre que la cellule en bonne santé, et bien sûr la cellule cancéreuse devient moins différenciée qu'une cellule en bonne santé. Donc elle retourne à presque un stade de cellule pluripotentielle. C'est une cellule qui n'est plus très bien définie. On ne sait plus si c'est une cellule d'un organe ou d'un autre organe. Et en plus, elle va se multiplier de façon incontrôlée et elle ne va plus répondre aux signaux qui donnent normalement l'information à la cellule pour qu'elle arrête de se reproduire. Donc normalement, la cellule est entourée d'autres cellules. Et quand une cellule meurt et qu'il faut la remplacer, une cellule va comprendre ça parce qu'il y a moins de densité cellulaire autour d'elle et elle va se diviser. Ensuite, quand la membrane a bien retrouvé ses frontières avec d'autres cellules, elle va comprendre qu'elle doit arrêter de se diviser. La cellule cancéreuse n'a plus cette compréhension.
elle est désorganisée, même si elle est entourée d'autres cellules qui devraient normalement lui dire que le tissu est assez dense et nous n'avons plus besoin de division cellulaire. La cellule cancéreuse est désorganisée. Elle ne comprend plus ça. Elle est dans un état d'incohérence vibratoire et elle va continuer à se diviser donc de manière incontrôlée et de façon moins différenciée qu'une cellule saine. Et nous pensons que cela a à voir avec les ondes électromagnétiques endogènes, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse n'émet plus un signal électromagnétique sain et qu'elle ne reçoit plus les signaux électromagnétiques des tissus sains aux alentours. Normalement, c'est l'OEZ qui permet au champ endogène de se regrouper en domaines cohérents et pour que tout l'organisme ait une certaine cohérence vibratoire. Il est normal, à partir du moment où on comprend donc l'importance d'un champ électromagnétique endogène, de se poser la question, mais quel est donc l'impact des champs électromagnétiques externes sur la cellule? Puisqu'il y a un signal électromagnétique endogène, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'applique un champ électromagnétique externe à la cellule? Ce n'est peut-être pas très surprenant de savoir que la cellule est capable de capter un champ électromagnétique externe et que ce champ électromagnétique externe peut avoir un impact salutaire ou délétère sur la cellule. Nous avons aujourd'hui déjà, sur les dernières 80 années, 25 000 études sur les champs magnétiques externes et leur influence sur la cellule. Par des expériences in vivo et in vitro, nous avons pu tester différentes fréquences de signaux électromagnétiques sur les cellules et pu comprendre que les tissus osseux ou cartilagineux en particulier font très bien réagir à des traitements pulsés d'ondes électromagnétiques, le PEMF ou Pulsed EMF en anglais. Les signaux électromagnétiques externes appliqués à la cellule, mais de façon pulsée, c'est-à-dire non continue, ont des effets biologiques beaucoup plus importants que quand ils sont appliqués de façon continue pour des raisons que nous ne comprenons pas encore très clairement. Comme ces fréquences ont été étudiées depuis longtemps, nous avons aussi aujourd'hui des machines qui nous permettent d'effectuer des traitements en Pulsed EMF. La machine peut ressembler à celle que vous voyez ici, c'est donc un simple tapis sur lequel nous nous allongeons, qui est ensuite connecté à un boîtier en plastique qui nous permet de régler la fréquence des ondes électromagnétiques appliquées à l'organisme. Il y a aussi des machines qui permettent un traitement plus ciblé sur une partie du corps et qui sont déjà utilisées pour aider à la réparation des fractures osseuses ou cartilagineuses. Donc aujourd'hui, il est très bien reconnu que les ondes électromagnétiques externes ont un vrai effet biologique qui peut être thérapeutique. Ce dessin ici représente un sommaire de 123 études qui ont été faites depuis 1965 sur les effets des champs électromagnétiques externes sur les cellules cancéreuses et par rapport aux changements cancéreux en particulier. Ce qu'on voit ici à l'horizontale, ce sont les fréquences que l'on applique aux cellules et il nous montre qu'il y a certaines fréquences qui sont salutaires pour l'organisme, que l'on voit en vert, et il y a certaines fréquences que l'on voit en rouge qui vont entraîner des changements cancéreux dans la cellule. Par des lois de la physique dans lesquelles nous ne rentrerons pas en détail aujourd'hui, il se trouve que ces fréquences peuvent être organisées sur le spectre électromagnétique et c'est pour ça que l'on voit cette alternance de champs verts, c'est-à-dire bénéfiques, et de champs rouges, c'est-à-dire délétères sur la cellule. Tout cela pour dire que nous avons quand même une grande quantité d'études aujourd'hui qui nous démontrent ces effets des champs électromagnétiques délétères ou salutaires sur la cellule et notamment par rapport aux réparations des fractures osseuses, mais aussi par rapport aux changements cancéreux qui peuvent s'opérer dans la cellule. De là au traitement, il n'y a qu'un pas. Et effectivement, voici une étude qui nous montre qu'une personne qui était atteinte d'un cancer du pancréas assez avancé et qui n'avait plus que 6 mois à vivre a décidé de tenter l'expérience.
Et ils ont utilisé une machine à pulsed EMF que nous appelons aussi une Rife Bear Machine en anglais, ou la machine Rife, qui est une machine comme celle que je vous ai montrée précédemment avec le tapis orange, mais que l'on applique de façon un peu plus ciblée sur la région de la tumeur. Ça, c'est une étude qui a été faite en France, à l'hôpital général de Soissons, donc par une équipe d'oncologues. Donc c'est une étude tout à fait classique. Bien sûr, c'est sur une seule personne, donc nous ne sommes pas encore dans les grandes études nécessaires pour qu'un traitement médical fasse vraiment partie de l'arsenal médical classique. Mais ce que l'on voit tout de même, c'est que cette personne qui avait un cancer du pancréas et qui n'avait plus que 6 mois à vivre, après avoir utilisé la machine pendant 2 mois, se rend compte que sa tumeur a complètement disparu. Et que ça a pris à peu près 2 semaines pour que la tumeur disparaisse. Donc c'est intéressant de voir que quand on comprend mieux les champs électromagnétiques, comment cela aide la communication entre les cellules, eh bien on peut se servir du pulsed EMF ou des champs électromagnétiques salutaires pour aider des cellules cancéreuses à revenir, à recomprendre comment se différencier et redevenir une cellule saine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien que cette étude ait été faite en 2014, la machine Rife existe depuis les années 30. Et il est intéressant de se pencher brièvement sur l'inventeur de la Rife Machine, qui était un Américain du nom de Royal Raymond Rife, qui est né en 1888 et qui est décédé en 1971. Le docteur Rife a passé les 9 premières années, de 1920 à 1929, à créer son microscope universel que nous voyons ici sur le diapositive. Le microscope universel pouvait grossir selon les sources de 20 000 à 60 000 fois et il est très différent des microscopes actuels parce qu'il nous permet de visualiser les tissus, les bactéries et les virus sans d'abord avoir été au préalable tués par certains produits chimiques pour fixer le tissu vivant sur le diapositive du microscope. Donc avec le microscope de Royal Raymond Rife, on pouvait voir les bactéries et les virus vivants qui bougent, qui métabolisent, ce qu'ils avaient à métaboliser, etc. Et c'est donc comme ça que le Dr Rife a pu étudier l'effet de certains courants et de certains signaux électromagnétiques directement sur bactéries, virus et cellules. Et donc de 1929 à 1934, il s'est convaincu qu'il y avait un certain type de virus qui pouvait promouvoir des cellules cancéreuses au sein de la cellule. On sait aujourd'hui par exemple que le virus de l'herpès a un rôle important à jouer dans le cancer du col de l'utérus. On sait aussi que certains virus comme ceux de l'hépatite B ou C sont responsables de certains cancers du foie. Donc l'observation du Dr Rife aujourd'hui n'a rien de si mystérieuse, mais ce qui était particulier, c'est qu'en observant les bactéries, les virus et les cellules vivantes avec son microscope, il pouvait voir live l'impact de certains signaux électromagnétiques sur ces bactéries, virus ou cellules, et il a développé une liste de différentes fréquences qui pouvaient affecter de façon sélective tel ou tel virus ou microbe, et donc enlever le signal qui faisait que la cellule devenait cancéreuse. Il ne faisait pas partie du corps médical puisqu'il était ingénieur, il venait de l'université Johns Hopkins, mais on a l'impression qu'il travaillait en isolation dans son garage, si on peut dire ça comme ça, et bien qu'il ait travaillé avec beaucoup d'autres scientifiques, il ne faisait pas partie de l'establishment médical de l'époque. En 1934, il a quand même réussi à convaincre une université à mener une étude clinique sur 16 patients en phase terminale de cancer. Ils ont utilisé la Rife Machine du professeur Rife pendant 3 minutes tous les 3 jours et ils ont remarqué en 3 mois un taux de guérison de 100%. Hélas, malgré ces très bons résultats, le pauvre Dr Rife s'est vu persécuté par la communauté scientifique de l'époque qui ne reconnaissait absolument pas les effets biologiques des rayons électromagnétiques. Et donc son laboratoire a été saccagé, un de ses collaborateurs a été assassiné. La liste avec les différentes fréquences pour affecter certaines bactéries ou virus a été mystérieusement volée de son laboratoire alors qu'il avait pris des années à faire cette liste.
Et finalement, il est mort en 1971, probablement d'alcoolisme et d'un mélange de médicaments et d'alcool, amer et rejeté, alors qu'il pensait avoir fait une découverte très importante. Des années plus tard, euh, nous avons un ingénieur du nom de James Bare, B-A-R-E, qui s'est à nouveau penché sur les inventions de Raymond Rife et il a raffiné, si on peut dire ça comme ça, sa machine à émettre des ondes électromagnétiques. Cette machine, en voilà une photo, donc il y en a différentes. Ça, c'est donc la Bare Rife Machine la plus moderne actuellement, qui s'appelle la Pearl et qui émet des ondes électromagnétiques. Et on peut régler la fréquence dépendamment de son affection. Donc si l'on sait qu'on a un cancer du pancréas, on peut utiliser fréquence X. Si par exemple on a plutôt le virus de la maladie de la Lyme, on peut utiliser fréquence Y, etc. Donc on peut régler la fréquence dépendamment de son problème de santé. Bien évidemment, il y a très très peu d'études spécifiquement sur cette machine pour le cancer, mais nous avons déjà beaucoup d'études sur l'utilisation du pulsed EMF pour les afflictions osseuses ou cartilagineuses, comme nous en parlions avant, et nous avons 25 000 études sur les effets des champs électromagnétiques externes sur les cellules et les changements cancéreux. Mais aujourd'hui, pour l'usage du particulier, il est possible de se procurer cette machine online puisqu'elle n'a pas besoin de l'approbation du FDA et tombe dans une autre catégorie qui fait qu'elle peut être commercialisée directement aux particuliers. Ceci dit, en tant que naturopathe, pour ceux qui seraient intéressés pour avoir cette machine dans leur cabinet, il faut quand même faire très attention lorsqu'on travaille avec des patients qui ont un diagnostic de cancer, de ne pas les détourner des traitements classiques avec leurs oncologues, simplement parce qu'on peut avoir des ennuis, on peut être poursuivi par la justice. Donc il faut bien éclairer son patient pour qu'il comprenne bien les risques qu'il prend et leur faire signer éventuellement une décharge. Il y a très peu d'informations scientifiques sur cette machine en particulier, mais en tout cas en théorie et si l'on se base sur les travaux du Dr. Rife, nous comprenons que c'est basé sur de la physique totalement moderne et vraiment à la pointe. Il y a différentes autres machines qui se sont servies des ondes électromagnétiques pour le traitement. Et la première, bien sûr, qui était sûrement plus connue que la machine du Dr. Rife, c'était la machine Mora, qui a été inventée en 1977 par le Dr. Franz Morel, qui était un médecin homéopathe en Allemagne, et son gendre Eric Rache, qui était un ingénieur en électronique. Et donc le docteur Morel voulait trouver une façon un peu plus ciblée de pratiquer l'homéopathie, et il pensait qu'en détectant les ondes vibratoires délétères qui viennent du corps avec la machine Mora, et qu'ensuite avec la machine on puisse soit les amplifier, donc en suivant le principe homéopathique de l'amplification et le renvoyer au corps, le corps pourrait donc détecter ce champ électromagnétique qui n'est pas sain et s'en occuper, donc vraiment comme un remède homéopathique. La machine Mora pouvait également inverser le champ électromagnétique détecté par la machine et renvoyer ce champ inversé au corps. La machine s'appelle donc Mora du nom de Morel et Rache, donc Mora. Voici un exemple de machine Mora. Habituellement, elle a des électrodes que l'on va placer sur différents points d'acupuncture du corps où il est apparemment plus simple de mesurer certains signaux électromagnétiques. Et le patient va ensuite passer quelques temps dans le cabinet pour recevoir des ondes électromagnétiques plus salutaires qui auront effet quelque part de remède homéopathique. Donc la machine Mora est différente de la machine Rife dans le sens où la machine Mora détecte une onde vibratoire qui vient du corps et ensuite va l'amplifier ou l'inverser pour la renvoyer dans le corps. Un peu comme un remède homéopathique. La machine Rife, par contre, ne vient pas d'un principe homéopathique, mais plutôt d'un principe beaucoup plus classique de la médecine mainstream, c'est-à-dire que le Dr. Rife avait regardé à quelle fréquence électromagnétique voyons-nous une explosion, donc la mort, la destruction d'une bactérie ou d'un virus. Donc la machine Rife
envoie un signal électromagnétique dans le but de détruire une bactérie ou un virus dans le corps qui aurait été lui-même responsable de changements cancéreux à travers la cellule. Donc bien que la machine Mora et la machine Rife utilisent les champs électromagnétiques dans un but thérapeutique, elles fonctionnent très différemment et sont toutes les deux pas du tout reconnues par la médecine classique. Ceci dit, il y a des vraies études scientifiques sur la machine Mora, notamment qui émanent de l'Allemagne et qui montrent qu'elle serait particulièrement efficace dans les troubles allergiques, surtout chez l'enfant, comme l'eczéma, les rhinites allergiques, l'asthme, etc. Pour la machine Rife, les seules études que nous ayons actuellement sur le cancer sont l'étude de cas que je vous ai montré précédemment sur le cancer du pancréas, ou bien sûr les pulse TMF par rapport aux fractures osseuses. Nous avions aussi bien sûr Hulda Clark, qui était une naturopathe canadienne, et elle a inventé le fameux zapper. Hulda Clark était donc née en 1928 et décédée en 2009. Et son zapper, c'est une machine très basique qui coûte dans les 15 $, que l'on peut fabriquer soi-même à la maison avec une pile et quelques câbles. Et elle, comme le Dr Rife, elle avait étudié le fait que certaines fréquences peuvent détruire des pathogènes. Elle pensait que les parasites étaient à la racine de beaucoup de maladies. Et donc on peut acheter un zapper, surtout ceux qui ne sont pas très chers, qui est programmé à fonctionner à une seule fréquence. Donc par exemple, on pourrait acheter le zapper contre le ténia intestinal. Et on peut utiliser le zapper que pour cette fréquence-là et donc que pour ce pathogène-là. C'est différent de la machine Bear Rife parce que la machine Bear Rife a un choix de fréquences différentes dépendamment de ce qu'on veut faire. Hulda Clark disait aussi que sa machine n'était pas très exacte au niveau des fréquences choisies puisqu'elle était très basique, faite avec des matériaux que l'on peut acheter soi-même dans n'importe quelle boutique de bricolage ou de quincaillerie et que donc les matériaux faisaient qu'on ne pouvait pas être très spécifique dans le choix des fréquences. Elle disait de toute façon, quand on se zappe avec une fréquence qui elle-même n'est pas très spécifique, on va quand même renforcer les défenses immunitaires du corps simplement parce qu'on envoie un champ ou un signal électromagnétique qui n'est pas exactement celui de la santé et que quelque part ça réveille le corps pour amplifier son propre signal santé. Encore une fois, un peu comme l'homéopathie, où dans notre étude clinique avec le patient, on va se rendre compte qu'il a certains symptômes qui correspondent à une trace vibratoire. On va essayer de trouver le remède qui correspond à cette trace vibratoire dans le but de l'amplifier pour ensuite redonner au patient cette trace vibratoire amplifiée. Une fois que le corps aura cette trace vibratoire amplifiée, ça fait un effet miroir qui fait que le corps se rend compte, entre guillemets, qu'il doit renforcer sa trace vibratoire santé. Donc le zapper de Hulda Clark, encore une fois, même si elle utilise un signal électromagnétique, elle est différente de la machine Rife et elle est aussi différente de la machine Mora. Quand on parle des ondes électromagnétiques, il y avait donc les ondes électromagnétiques thérapeutiques dont nous venons de parler, le zapper de Hulda Clark, l'homéopathie, la machine Rife, la machine Mora, mais il est aussi difficile de ne pas parler des ondes nocives. Donc nous allons passer quelques temps à la fin de cette présentation pour mieux comprendre les ondes nocives. Et pour mieux les comprendre, il faut faire un petit retour sur le spectre électromagnétique que nous voyons ici. Donc complètement à gauche, nous voyons des ondes qui vont avoir une fréquence et une longueur d'onde qui a tendance à être très basse. Ces ondes à basse fréquence sont émises par notre planète. Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses ondes Schumann. On peut acheter aujourd'hui des machines qui vont émettre cette onde Schumann, qui est une onde qui est censée apaiser et régler nos cellules. Il a été démontré que quand on est près d'un lac, une forêt, un endroit dans la nature, près d'une cascade par exemple, il y a des ondes Schumann plus fortes et qui ont un effet donc bénéfique sur nos cellules. Ensuite, quand nous continuons à monter en fréquence, nous passons par exemple aux ondes radio, les ondes émises par la télévision, et ensuite nous passons dans les ondes de téléphone, par exemple des smartphones, les ondes Wi-Fi
qui ne sont pas très loin des ondes émises par notre four micro-ondes. Ensuite, nous continuons à avancer et nous passons dans la zone ultraviolette, c'est-à-dire le soleil. Et si nous continuons, nous passons à des ondes qui deviennent très nocives parce qu'elles créent une libération d'ions de certains matériaux à l'intérieur de notre corps. C'est notamment le cas des rayons X et ensuite nous passons aux rayons gamma qui sont à l'origine bien sûr de la radioactivité et qui sont utilisés notamment dans les CAT scanners par exemple. Nous savons donc que certaines ondes sont plus ou moins sans danger et que d'autres ondes commencent à être problématiques. Mais il faut bien se rappeler qu'à la base, nous avons évolué pendant 100 000 ans avec uniquement les ondes Schumann dans notre environnement direct. Il n'y avait pas de smartphone, pas de télévision, pas de radio, pas de rayons X. Il n'y avait vraiment que le soleil et éventuellement un peu de radioactivité. On sait aujourd'hui que nous sommes exposés à une quantité beaucoup trop haute d'ondes électromagnétiques par les smartphones, les téléphones et nos ordinateurs en particulier que nous voyons ici au milieu de la bande violette de ce dessin. Certaines personnes me posent cette question, oui mais si les ondes électromagnétiques peuvent être thérapeutiques, pourquoi est-ce qu'elles peuvent aussi être délétères? Eh bien ça dépend uniquement de la fréquence de l'onde. Donc on voit ici sur cet autre dessin qui représente en gros la même chose que les machines dont nous avons parlé jusqu'à présent de Pulsed EMF, donc soit pour les fractures osseuses ou la machine Rife dans l'utilisation du cancer, se trouvent dans une zone de fréquence très 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 basse, de 0 à environ 10 000. Alors que quand nous parlons des ondes nocives, elles sont dans une zone de plus haute fréquence qui est plus près des ondes micro-ondes que nous voyons ici sur ce dessin. Et c'est ces ondes-là qui sont délétères. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui nous expliquent de mieux en mieux les effets des ondes nocives. Bien sûr, c'est encore quelque chose qui n'est pas du tout reconnu par la culture mainstream, sans doute parce qu'il y a des millions de dollars derrière ce marché des téléphones portables, du Wi-Fi, des ordinateurs portables, etc. Mais quand même, il y a des études tout à fait classiques comme celle-ci, qui nous vient d'une université à Bordeaux, qui nous montre que le téléphone portable et le cancer du cerveau sont un risque totalement confirmé. Nous voyons ça aussi quand on regarde simplement les effets de l'onde électromagnétique sur le cerveau. Nous voyons que plus le cerveau contient de l'eau, c'est-à-dire chez un enfant, plus l'onde électromagnétique va se propager loin à l'intérieur du cerveau. Alors nous voyons à droite, quand un adulte se sert d'un téléphone portable, l'onde électromagnétique se propage dans un rayon assez concentré autour de l'oreille. Chez un enfant de 10 ans, l'onde se propage plus profondément dans le cerveau et chez un enfant de 5 ans, c'est presque la tête entière qui se retrouve soumise à ce signal électromagnétique qui viendrait du smartphone. Simplement parce que plus un enfant est jeune, plus il est hydraté, plus il contient d'eau, plus il contient d'eau, plus il va contenir du exclusion zone water qui va capter ce message électromagnétique et par la théorie des domaines cohérents va faire que ce signal électromagnétique se propage dans de longues distances à l'intérieur de l'organisme. Donc ce n'est pas une surprise de savoir que les ondes électromagnétiques délétères ont un effet accru sur les enfants. On sait aujourd'hui que par l'utilisation du smartphone près de l'oreille et de la tête en général, c'est surtout le gliome, c'est-à-dire un certain type de cancer du cerveau très agressif notamment chez les jeunes, qui se retrouve accru, ou des cancers du nerf auditif en particulier bien sûr, puisque près de l'oreille est l'endroit où classiquement nous avons utilisé nos téléphones beaucoup sur notre anatomie. On sait aussi, il y a pas mal d'études aujourd'hui, qu'il y a une réduction de la fertilité masculine et féminine due au champ électromagnétique délétère des smartphones, Wi-Fi et ordinateurs portables. D'autres types de cancers, à part les cancers du cerveau, notamment les leucémies, et de maladies neurogénératives comme l'Alzheimer et la démence sénile seraient aussi liées à ces champs électromagnétiques nocifs. L'OMS reconnaît aujourd'hui l'hypersensibilité aux électromagnétiques comme une vraie maladie à part entière. Donc il y a des gens qui quelque part ont la chance ou la malchance
de ressentir quand leur organisme a été soumis à trop de mauvaises ondes électromagnétiques, avec des maux de tête, souvent des problèmes dermatologiques comme de l'eczéma, des affections au niveau de l'humeur, parfois aussi une tension accrue dans les muscles comme des maux de dos, maux des jambes, maux dans les bras. Et ces personnes-là sont celles qui ont finalement fait avancer la recherche euh, parce qu'ils ont découvert qu'ils se sentaient beaucoup mieux dans les endroits sans Wi-Fi. Euh, Ils ne peuvent pas avoir de téléphone portable, ils sont obligés de vraiment se protéger de ces ondes électromagnétiques nocives. Pour la plupart d'entre nous, même si l'on ressent absolument rien quand on sert d'un téléphone portable ou d'un ordinateur ou qu'on est dans une zone de Wi-Fi, eh bien c'est quand même un champ électromagnétique qui est capté et amplifié par nos cellules et qui va faire une interférence avec notre signal électromagnétique endogène qui serait synonyme de santé. Donc on doit tous commencer à penser à comment se protéger des ondes nocives, puisque dans le monde moderne, nous sommes tous baignés dans un champ électromagnétique à fréquence délétère pour le corps. Normalement, il faudrait utiliser son téléphone portable le plus loin possible de notre tête, donc pas près de l'oreille. Il vaut mieux utiliser des écouteurs à air, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui n'utilisent pas le Bluetooth, mais qui ont un air cable, un câble, car le Bluetooth, c'est aussi une source de champ électromagnétique. Et il faudrait essayer de parler avec son téléphone portable près de l'oreille le moins possible, donc d'utiliser l'haut-parleur le plus possible. Quand nous nous servons de notre téléphone portable ou du Wi-Fi dans des zones de mauvaise réception, comme par exemple dans un train, dans une voiture, dans un ascenseur, ce qui se passe, c'est que le téléphone doit travailler plus dur pour émettre un signal à plus forte intensité qui va donc pénétrer le métal de la cage d'ascenseur, le métal du métro, le métal de l'armature de la voiture, de la carrosserie. Et donc, comme le signal électromagnétique a une intensité accrue, il a aussi bien sûr un effet plus fort sur notre corps. Donc dans les zones de mauvaise réception, par exemple s'il y a un orage, on va essayer de ne pas se servir de notre téléphone ou de notre Wi-Fi. Comme nous en avons parlé précédemment, les enfants en particulier devraient rester loin d'un téléphone portable ou d'un ordinateur connecté au Wi-Fi, ou loin de la box qui émet le Wi-Fi à la maison, le routeur. En général, il faudrait ne pas avoir son téléphone portable près du corps. Pour les hommes, de préférence pas dans la poche qui est aussi près des parties génitales, où nous savons que cela peut affecter la qualité des spermatozoïdes. On ne devrait aussi pas avoir son téléphone portable ou son ordinateur sur ses genoux lorsqu'on travaille, parce qu'encore une fois, nous exposons les parties génitales, notre réserve de gamètes, à des ondes délétères. Le plus possible, on devrait mettre son téléphone dans le mode avion parce que c'est un mode qui va couper tous les champs électromagnétiques qui sont émis ou reçus par le téléphone. Comme ça peut être dur de faire ça dans la journée, il faudrait faire ça au moins la nuit et placer son téléphone à 2 mètres au moins de notre corps et en mode avion. Plus le téléphone est loin du corps, plus le champ électromagnétique va être faible. Simplement parce que le signal est plus fort, plus près. Et plus on s'éloigne, plus le signal a tendance à baisser de façon exponentielle. Si on est vraiment courageux, on pourrait complètement abandonner le routeur Wi-Fi sans câble et revenir à une connexion Internet avec câble. Beaucoup de chercheurs recommandent ça aujourd'hui parce que la connexion Internet n'en souffre pas du tout, mais on se protège de façon radicale des effets du Wi-Fi. Bien sûr, si on habite par exemple dans un immeuble avec multiples appartements, même si nous on passe au câble, tous les appartements autour de nous qui ont une connexion Wi-Fi vont quand même contaminer notre aire de vie à nous, mais ça fait déjà ça en moins. Bien sûr, tout le monde devrait éteindre son box internet ou son routeur la nuit pour réduire notre exposition au Wi-Fi au moins 8 à 10 heures sur 24 heures. Si les enfants font des jeux sur le téléphone, c'est une bonne idée d'éteindre le Wi-Fi du téléphone ou de le mettre sur le mode avion. Parce que comme ça, au moins, ils peuvent faire leur jeu, mais ils ne sont pas exposés aux champs électromagnétiques nocifs. Enfin, on peut aujourd'hui aussi acheter des étuis protecteurs pour les téléphones portables et pour l'ordinateur.
Cet étui protecteur ne fait que d'un côté du téléphone, il y a un matériel qui empêche le signal de traverser. Donc le signal ne rentre plus que par un côté du téléphone. Alors comme on le voit sur le petit dessin à droite, le signal peut quand même pénétrer dans le téléphone et on peut se servir du téléphone, mais le signal ne va pas aller là où il y a notre conduit auditif et notre cerveau. Donc ça protège quand même le cerveau de ce champ électromagnétique qui est mauvais. Les étuis sont assez abordables au niveau prix et se présentent comme vous voyez sur le dessin en bas à gauche. Donc voilà un sommaire de notre présentation d'aujourd'hui. On sait aujourd'hui que les cellules créent leurs propres signaux électromagnétiques de basse fréquence qui sont nécessaires à l'organisation de la cellule et des organes en général. On sait aujourd'hui que l'eau ne se présente pas uniquement sous la forme vapeur, liquide, glace, mais aussi sous la forme de exclusion zone que l'on retrouve dans les cellules. C'est l'eau exclusion zone qui permet aux signaux électromagnétiques endogènes à la cellule de se propager pour former des domaines cohérents qui vont communiquer les uns avec les autres avec un principe de similitude vibratoire et qui va ensuite se propager à travers le corps et que donc le corps aura sa propre fréquence vibratoire qui est saine et qui fait que les organes peuvent coordonner leurs fonctions de façon organisée et saine. Tout en sachant ça, on peut maintenant penser qu'il y a des machines à but thérapeutique qui se basent sur ce principe. Et donc on a discuté un petit peu sur la machine Rife, le zapper de Clark, on a parlé de la machine Mora également, on connaît l'homéopathie et on connaît le Pulsed EMF qui est utilisé sur les fractures. De la même façon, certaines ondes électromagnétiques qui ne sont pas endogènes, donc qui sont externes, peuvent être nocives pour la santé, surtout quand elles sont à plus haute fréquence. Et celles-là doivent être minimisées, donc il faut bien penser à comment on utilise aujourd'hui nos smartphones, notre Wi-Fi et notre ordinateur portable. J'espère que c'était une présentation qui vous a donné des informations supplémentaires. Il y a beaucoup de physique que j'ai essayé de simplifier pour qu'on puisse vraiment la comprendre, pour que ce soit utile dans le cabinet naturopathique, comment nous informons nos patients, mais aussi pour que nous, en tant que thérapeutes, nous puissions mieux comprendre les thérapies vibratoires que nous utilisons comme l'acupuncture et l'homéopathie. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.